Deuxième épisode de la Hotline Sauce Writing. Comme d'habitude, vous m'envoyez vos questions via le petit formulaire qui est en description de la vidéo. Je vous y réponds et je vous apporte des éléments de réponse, de réflexion par rapport à vos problématiques. Comme d'habitude, on a 3 questions aujourd'hui. Première question de Sébastien. Bonjour Valentin. Depuis le début de mon activité, j'ai toujours une problématique, ma posture numérique. Je m'explique. En tant que freelance, je vends plusieurs prestations. Ghostwriting, rédaction web SEO, consultant médias sociaux pour TPE, PME, formateur réseaux sociaux et stratège numérique, production de podcasts d'entreprise. Ces différents sujets me passionnent follement. Or, je me suis toujours demandé comment je pouvais en parler en autre sur LinkedIn. J'ai peur qu'en écrivant un peu sur tous les sujets, je ne sois pas facile à comprendre, que ma posture ne soit pas très claire pour de potentiels collaborateurs, que l'on me trouve éparpillé façon puzzle. Et aussi, j'ai bien du mal à me positionner sur une cible. CEO pour le ghostwriting, responsable communication, responsable marketing, dirigeant, même si je rêve en secret de faire du ghost pour des sportifs de haut niveau sur LinkedIn ou ailleurs. Un jour, j'ai envie d'écrire sur les réseaux sociaux, les mondes numériques, un autre sur l'écriture, web, le ghostwriting, etc. Bon, j'ai commencé à me soigner en segmentant mes canaux de communication et en le priorisant pour chaque thématique. Mais bon, je ne sais pas trop si c'est la bonne solution. Vaste sujet. Les premières réflexions qui me sont venues, c'est oui, effectivement, tu es sur plein de verticales très différentes, mais il y a sûrement un fil rouge entre tout ça. Tu n'es pas sur le maraîchage, le ghostwriting, l'immobilier et le BTP. Tu es quand même sur des trucs qui tournent globalement au storytelling, à la communication, à raconter des histoires, etc. Donc, déjà, il y a certainement un fil rouge, donc c'est pas si éloigné que ça. Et moi, ça me paraît pas déconnant que tu communiques sur du ghostwriting, la rédaction web et du podcast. Ça reste globalement le même univers. Mais tu peux le faire en essayant de trouver ta patte, en essayant encore une fois de relier, d'avoir un positionnement, d'avoir une forme de quelque chose qui relie tout ça. Ensuite, en soi, quel est le vrai problème que tu rencontres? Est-ce que c'est juste une question de posture et de communication? Auquel cas, à la limite, c'est pas très grave. Ça, tu peux le résoudre, comme je te le disais, en trouvant un espèce de fil rouge, en trouvant un monopole personnel, quelque chose qui va encapsuler le tout. Ou est-ce que c'est une question financière? Est-ce que c'est une question de business? Est-ce que tu ne trouves pas assez de clients? Et le fait de faire plein de choses, c'est juste un moyen de te dire en fait, je fais tout ce qu'on me demande et je suis un peu très polyvalent. Si tu as du business et que tu aimes faire plein de trucs et que cette posture de je fais plein de choses te convient, fine, pourquoi faire autrement? Si tu manques de business, effectivement, je pense que clarifier ton offre, clarifier ton positionnement, ça pourrait être utile. Moi, c'est toujours pareil. Ce que je recommande, c'est je commence à travailler une offre, je pousse une offre à fond, sur laquelle je suis bon, sur laquelle je réponds à un problème, sur laquelle les gens sont prêts à payer. C'est toujours le triptyque. Et ensuite, une fois que je suis solide là-dessus, une fois qu'elle est ancrée dans la tête des gens, une fois que j'ai des clients de manière récurrente, une fois que j'ai du chiffre d'affaires là-dessus, je vais m'étendre et je vais rajouter un volet de manière méthodique, de manière stratégique, au fur et à mesure. Donc, est-ce que parmi ce que tu me cites, il y a l'une des sources qui est responsable d'une grosse part de ton chiffre d'affaires? Si oui, c'est un signe intéressant que peut-être que tu peux faire plus en davantage te concentrant là-dessus. Et le reste, c'est du bonus, mais si tu te concentres davantage sur ton offre phare, tu vas pouvoir aller plus loin. Et un dernier point, c'est que tu peux très bien distinguer ta communication externe, comment tu te présentes, ton positionnement, avec des prestations que tu réalises vraiment. Rien ne t'empêche de te dire expert ghostwriter pour sportif de haut niveau et tu communiques là-dessus et tu vas à fond là-dessus et c'est ton cheval de bataille et tu communiques des prospects là-dessus. Mais si on vient te voir pour de la rédaction web dans une autre industrie, c'est pas pour autant que tu vas dire non. Mais c'est pas pour autant que tu vas communiquer dessus. Tu vois la différence entre ce que tu affiches publiquement? Ce que tu affiches publiquement, c'est un signal que tu renvoies. Le signal que tu renvoies, c'est je suis bon là-dedans, je fais que ça me passionne, etc. Et c'est pas pour autant que tu vas faire vraiment que ça et que tu vas te fermer des portes quand tu as une opportunité qui vient. Voilà. Et question corollaire à ça, c'est est-ce que c'est utile, important
pour toi de communiquer sur tous les points que tu fais? Est-ce que c'est utile de communiquer que tu formes aux réseaux sociaux et à la stratégie numérique? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est utile de communiquer sur le fait que tu es rédacteur web? Peut-être, peut-être, peut-être pas. Donc, différents niveaux ici aussi. Deuxième question, question de Laure. Salut Valentin, ma question concerne Octave Medit, l'application de méditation et de musique que j'ai cofondée avec mon frère et ma compagne. Notre particularité, c'est qu'on propose des méditations avec une musique originale que je compose en lien avec le thème de chacune d'entre elles. Très bien. Tous les contenus sont originaux et faits artisanalement. Mon frère écrit et enregistre les méditations et je compose, enregistre les musiques. Le business model de cette application est l'abonnement avec une partie freemium et l'autre payante. Freemium, pardon. L'application est sur les stores depuis août dernier et bien qu'on ait de super retours sur la qualité des contenus, le nombre d'abonnés n'est vraiment pas ouf. Alors on se questionne. Conjoncture économique, entre parenthèses inflation, saturation du marché des applications avec abonnement, public touché pas très large qui est, malgré nous, essentiellement des femmes de plus de 45 ans. Ma question est, quel avenir pour un projet comme le nôtre au vu du marché? Serait-il pertinent de changer de modèle de distribution ou de business model? Si oui, qu'est-ce qui existe? Quelles sont les tendances à venir? On communique via Facebook, Insta et newsletter. J'aimerais ne plus dépendre des réseaux sociaux. Est-ce que tu as une idée? Je ne sais pas si c'est une problématique qui rentre dans ton champ de compétences. Si ce n'est pas le cas, no worries. Si c'est le cas, je suis preneur de tes limiers d'experts. Et je lis le PS parce qu'il est très important. Je commence votre livre avec Kylian et toi, donc publier de la merde avec style. Un immense bravo pour ce que vous avez fait. Ce livre est une pépite. Voilà. Merci, ça fait très plaisir, Laure. Alors, vaste sujet. Pareil, j'aimerais aller tirer 1000 fils là-dedans pour comprendre précisément. Déjà, balayons tout de suite la question de la conjoncture économique. Je pense que c'est une fausse excuse et de manière générale, blâmer le marché, blâmer ah mais c'est pas le moment, ah les gens n'ont plus d'argent, c'est jamais une bonne raison. La raison, c'est souvent, pour moi là, ce que j'ai mis, c'est que la question centrale, c'est de savoir est-ce que tu as un problème d'offre ou est-ce que tu as un problème de marketing. Je ne suis pas allé creuser précisément ton application, mais de ce que tu m'en dis, j'ai le sentiment que l'offre est pas mal, que tu as trouvé un petit truc spécifique, que les gens aiment bien. Bon signal, l'offre est pas mal. J'ai le sentiment que c'est donc plutôt un problème de marketing. Et quand je dis problème de marketing, c'est est-ce qu'il y a assez de gens qui tombent sur ton application? C'est aussi bête et méchant que ça. On utilise plein de gros mots marketing pour définir des choses très simples, qui est est-ce que tu as assez de gens qui voient ton appli? La question que je me poserais, c'est donc quel est le, et je dis bien le et pas les, quel est le canal qui peut te générer le plus fort retour sur investissement en termes de temps passé et éventuellement d'investissement financier qui y a dedans? Est-ce qu'il y a un canal avec du reach? Tu me parles de Facebook, je ne suis pas sûr que Facebook en 2023 sera la meilleure option. Après, je dis ça, mais peut-être que sur des niches et une cible plutôt 40-50 ans, peut-être que Facebook, ça marche encore. Mais Facebook, ce n'est pas une plateforme avec du reach. Donc, ce n'est pas une plateforme où ton contenu va être visible auprès de gens que tu ne connais pas. Donc, pas évident. Donc, la question que je me pose, c'est déjà, si tu me parles des femmes qui sont ta cible, plus de 45 ans, où est-ce qu'elles sont? Comment tu peux les toucher? Et une fois que j'ai… Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire des tests en te disant, OK, je fais 3 hypothèses. Pourquoi pas Facebook? Pourquoi pas Instagram? Pourquoi pas TikTok? Pourquoi pas LinkedIn? Moi, j'aurais une approche très agnostique de ça. Pas en me disant « Ah, mais TikTok, j'aime pas. Ah, Insta, j'aime pas. » Non, c'est juste où sont les gens, comment je les touche, point barre. C'est juste une réflexion business là que je t'apporte. Donc, s'ils sont sur TikTok, OK, go TikTok. Donc, je ferai des petits tests en me disant « OK, je vais me faire 1 mois sur chaque plateforme, 1 mois à fond, en postant tous les jours. Et je vois où est-ce que ça commence à prendre, où est-ce que j'ai des résultats. Et une fois que j'identifie un canal qui performe plus que les autres, j'y vais à fond et je suis très agressif sur le canal. Donc si c'est TikTok, tu y vas à fond, pas de dispersion. Et encore une fois, hein, le but c'est, pour être bon sur un canal marketing, l'enjeu c'est comprendre les codes du canal, passer du temps à consommer le contenu, être un peu un analyse de qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui fonctionne, que met en avant la plateforme et créer ce contenu-là. C'est une approche qui est très froide, qui est très marketing, qui est très business, mais qui a le mérite de fonctionner. Donc si toi ton enjeu c'est comment je fais connaître mon application, la question à te poser c'est
qu'est-ce que je dois faire pour la faire connaître? Est-ce que je dois être sur TikTok? Ok, TikTok. Est-ce que c'est plutôt Insta? Ok, Insta à fond. Et je priorise ça. Le risque, c'est qu'on veut tout faire d'un coup. On veut faire Facebook, on veut faire Insta, une newsletter, mais TikTok. C'est la meilleure manière pour que rien ne fonctionne. Pour qu'il y ait un canal qui fonctionne, il faut le traiter sérieusement, de manière intentionnelle, de manière rigoureuse, de manière focus. Et donc, c'est ce que je t'invite à faire. Et une autre question que tu peux te poser, c'est comment est-ce que les autres applications de méditation, est-ce qu'elles se sont fait connaître? Il y a Petit Bambou, il y en a plein que je ne connais pas. Est-ce que tu peux t'inspirer de ce qu'elles ont fait en termes de marketing? Pas ce qu'elles font aujourd'hui. Petit Bambou, ils sont dans le métro à Paris. Évidemment, tu ne vas pas être dans le métro à Paris. Mais comment est-ce qu'elles ont fait pour aller chercher les 1000 premiers utilisateurs? Et ensuite les 5000, et ensuite les 10 000. Et tu as un jeu constant de comprendre ça. Va creuser ça. Je pense que ça va te donner des billes intéressantes. Troisième question, celle de Jeffrey. Hello Valentin, comment tu t'y prendrais pour créer une offre de consulting solide auprès d'incubateurs et startups à impact? Car c'est ma cible. Appelle-en 10, 15, 20, mitraille-les de questions pour tout comprendre de leurs problèmes et de ce qui pourrait leur être utile. Et tu calques ton offre là-dessus. C'est bête et méchant, mais ça fonctionne. C'est comme ce que je disais avant à Laure. Si c'est sur TikTok que tu dois être, c'est bête et méchant. Un TikTok tous les jours, tu comprends les codes de la plateforme et au bout de 6 mois, 1 an, tu vas avoir des résultats exponentiels. Jeffrey, c'est pareil. Construire une offre, tu peux essayer de le faire sur papier de ton côté, tu peux y réfléchir autant que tu veux. Tu n'auras jamais autant d'infos, autant d'insights, autant de contacts aussi qu'en allant parler à tous les acteurs du marché. D'ailleurs, tu peux parler aussi bien aux incubateurs, startups à impact que tu aimerais cibler. Tu peux tous les appeler en leur parlant de ton projet. Et aux consultants qui sont sur ton sujet. Pour créer des connexions, pour créer des partenariats et pour également comprendre comment eux font, comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vendent, à quel prix, etc. Crée-toi ton réseau. Mais l'important, comme beaucoup, et comme souvent en freelance, etc., c'est de ne pas rester que de ton côté, dans ta tête, tout seul, mais de t'ouvrir à un maximum de gens et d'aller parler aux gens. Je suis souvent… Quand on fait de la prestat de service, le truc le plus sous-coté du monde, c'est juste demander à sa cible ce qu'elle veut. Là, c'est exactement ta situation. Tu veux créer une offre, demande à ta cible ce qu'elle veut. Voilà, j'espère que ces réponses vous aident, vous donnent des billes. Si vous avez des questions, si vous voulez me soumettre votre problématique, rendez-vous dans les commentaires. J'ai mis le lien vers le petit formulaire. À bientôt pour l'épisode numéro 3.